Bonjour Léo Salez. Bonjour. Rebonjour. Donc on fait ces entretiens en vidéo parce que tu fais partie des artistes qui ont été retenus dans le cadre de l'édition 2019-2020 de la Fabrique et donc de résidence d'artistes et journalistes en milieu scolaire. Ta résidence devait se dérouler normalement, démarrer au mois d'avril à Célestat, en Alsace. Et ben évidemment, on a un petit virus qui nous est tombé dessus entre-temps. Et donc cette résidence sera reportée à l'automne prochain. Et donc voilà, on a décidé de programmer ces entretiens vidéo pour pouvoir faire découvrir tous les candidats de cette édition. Et puis que tu puisses et que vous puissiez chacun présenter vos métiers. Donc je vais déjà te laisser en effet te présenter en quelques mots et puis me parler de ton parcours, tes études, voilà, quel a été le cheminement finalement pour que tu en viennes aujourd'hui à être artiste. D'accord. Du coup, moi c'est Léo Saleh, j'ai 27 ans, je suis artiste auteur à Reims. Enfin, je vis et je travaille principalement à Reims. J'ai fait en fait, j'ai toujours fait des études d'art j'ai fini en 2018 à l'ESSAD de Reims. J'ai eu mon diplôme de DNSEP. D'accord. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les acronymes, tu peux... Diplôme national supérieur d'expression plastique. D'accord, très bien. Ou d'expression plastique supérieure. Non, supérieur d'expression. D'accord. Et quand tu as démarré tes études, tu savais déjà voilà, ce vers quoi tu voulais travailler, quel type de métier tu souhaitais exercer, etc. Ou est-ce que ça s'est fait au fil de rencontres, un peu de hasard de la vie, comme ça se passe parfois? Enfin, voilà, est-ce que ou tout jeune, tu savais déjà que tu ferais ça ou pas du tout Disons que je pense que en fait c'est un peu les deux. C'est-à-dire que j'ai commencé très jeune en étant en horaire aménagé musique, donc déjà un pied dans l'art, mais du coup plutôt côté musique. Je peux savoir quel instrument ça te... Comment? De quel instrument tu pratiquais du coup Jouer du basson. Du basson, d'accord. Ouais. Le grand-père d'Empire Leloup, ça parle aux gens souvent. Et en fait, je me posais un peu la question au lycée, tout ça, et j'ai une personne qui m'a dit, tu sais, il y a un truc qui existe qui s'appelle art appliqué. Et j'ai tout donné pour commencer à être accepté dans des écoles qui proposaient ça. Ce qui a été le cas. Et du coup, au final, j'étais plutôt orienté dans le design à la base, mais c'est pas, j'étais pas épanoui comme je voulais, enfin pas pleinement. Et c'est une autre personne qui m'a dit, tu sais, il y a un truc qui pourrait te plaire, c'est les beaux-arts. Et je me suis dit, allez, on y va. Et c'est en fait comme ça, à chaque fois, j'ai eu la chance au moment où je sentais que c'était plus trop ce que je voulais, quelqu'un me dit, m'a réorienté en fait vers là où je voulais aller. Puis voilà. D'accord. Et comment tu décrirais toi ton travail en quelques mots et peut-être parler aussi de tes expériences les plus marquantes, les premières fois où tu as été exposé, etc. Comment ça s'est passé? Mon travail, c'est surtout, en fait, je m'intéresse au lieu et au contexte de l'exposition. Du coup, du lieu où va être présentées les pièces. Et c'est une petite phrase comme ça qui est devenue, qui explique assez simplement ça, c'est que j'aime bien faire sortir des œuvres de l'espace d'exposition plutôt que amener des œuvres dans le lieu d'exposition. D'accord. C'est ce qui résume le plus simplement ce que je fais en fait. Qui amène du coup à s'intéresser à l'architecture, à l'histoire du lieu et aux matériaux qui sont disponibles dans ce lieu-là ou qui est en lien avec.
D'accord. Et tes premières expositions, tes projets les plus importants jusque-là, tu peux nous en dire quelques-uns? Alors, première exposition, je me rappelle que ça ne m'avait pas marqué beaucoup. Disons que c'était avec plein d'étudiants aussi, et que c'était dans un bar, donc c'était vraiment très compliqué comme façon de faire, entre beaucoup d'étudiants qui voulaient montrer des choses, les gens qui venaient là juste pour boire des coups parce que c'est ce qu'on fait là-bas. Et ça m'a tout de suite pas plu du tout. Et c'est aussi, je pense, pour ça que j'ai ce regard-là beaucoup plus, enfin, vraiment prendre en compte le lieu. Et après, j'ai pu faire des expositions, pas seulement dans des espaces dédiés type musée, mais c'est aussi des choses justement qui m'intéressent. C'est un défi à chaque fois qui me plaît beaucoup et qui permet aussi de renouveler à chaque fois. C'est un truc qui revient souvent dans mes projets, c'est que alors il y a cet aspect d'une matière dont je parlais qu'on peut trouver, apprendre une technique pour travailler avec cette matière-là et avec s'adapter au lieu. Un peu les trois échelons à chaque fois que je mets en place pour mes projets. Donc oui, voilà, cette exposition-là. Et puis je pense dernièrement une exposition que je suis assez fier, qui est celle que j'ai fait avant le confinement, qui s'est fait à Reims avec le Centre d'art, le local. Et en fait, ce lieu d'exposition, enfin le principe du local, c'est de faire des expositions vitrines. Donc on rentre pas dans le lieu d'exposition, mais il est visible à tous. C'est un peu la philosophie du local. Et en fait, le lieu, c'est un petit kiosque en centre-ville, donc on peut faire vraiment le tour et il est vitré de partout. Et l'idée, c'était de jouer sur justement cet aspect vitrine et magasin et de mettre en avant des choses. Et il s'avère que ce kiosque, d'origine, c'était une pâtisserie. Il a changé en plein de choses, mais avant d'être repris par le kiosque, c'est une pâtisserie. Et du coup, j'ai voulu faire le lien entre la pâtisserie et l'art, en travaillant essentiellement avec du sucre. Donc en faisant des meringues, des glaçages, des choses. Et l'idée, c'était de mettre en avant comme ça des choses qui paraissaient super appétissantes, mais qui étaient inatteignables. D'accord. Voilà. Je serais curieuse d'en voir quelques photos. J'imagine, on peut peut-être retrouver sur ton site. Alors, ouais, sur mon site, ça se retrouve facilement aussi. Quelques articles aussi, donc ça se trouve. Ouais. D'accord. Je vais aller regarder ça de près. L'exposition s'appelle Le Relais des Gourmets. Le Relais des Gourmets, ok, très bien. Parce qu'il y a ça aussi, qui est que les titres, par exemple, de mes projets, je les invente pas, enfin, je les trouve. Et là, Le Relais des Gourmets, en fait, c'était le nom à la base de la pâtisserie. Ok, très bien. Donc c'est pour ça que quand tu disais que tu t'inspires de l'histoire des lieux, c'est toute l'empreinte aussi que ça peut... Enfin, les traces, la mémoire, tu es obligé de faire des recherches aussi sur l'endroit dans lequel tu te trouves, toujours. Les archives, enfin... Ouais. Et toi, tu as donc un statut d'artiste-auteur indépendant. Ouais. Ouais. Tu cotises aux AGESA, enfin à l'URSSAF Limousin maintenant. l'URSSAF Limousin, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Et du coup, si tu peux aussi en dire quelques mots sur ce statut d'indépendant qui doit te laisser à la fois une grande liberté, mais qui peut être aussi source d'une certaine fragilité ou précarité. Comment ça se passe en fait pour toi professionnellement? Voilà, quelles sont peut-être les difficultés du métier que tu as choisi? Alors, je l'ai été très tôt, même avant de finir mes études, puisque j'avais fait une année de césure entre ma licence et master, et j'ai travaillé dans un atelier, du coup, pareil, que j'ai mon statut. Et c'est un sujet qui est quotidien avec tous les artistes. C'est-à-dire que
j'ai l'impression que personne maîtrise totalement la chose. C'est toujours des échanges entre les uns et les autres. Moi, je pense qu'il faudrait faire ça. Et c'est toujours un petit peu compliqué, notamment en plus comment dire, pendant les études, on n'a pas du tout ou très peu de cours sur la gestion de ce statut-là. Donc là, après, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est toujours très compliqué de s'y retrouver avec le statut administratif qui est censé rentrer dans des cases, mais qui est pas trop connu, en fait. Oui, puis en plus, ça embrasse des domaines hyper variés, entre ton travail, celui d'un photographe, celui d'un écrivain, voilà, donc c'est des réalités économiques à la fois très différentes, et oui, pêcher les informations, même pour nous en tant que diffuseurs ou employeurs, parfois c'est assez compliqué. Mais je note en effet que, ça me semble important de souligner ce que tu dis, à savoir que tu avais quand même un certain nombre d'années d'études et qu'au cours de ce cursus, il n'y a pas de sensibilisation finalement à ce que c'est en effet que ce statut qui pourrait vous aider ensuite en tant que jeune artiste à vous installer, à mieux l'appréhender. Je pense que c'est aussi une espèce de tabou qui fait que c'est compliqué, c'est que un artiste ou une artiste doit faire les choses seulement par passion, et que le côté très pratique de la vie, à savoir gagner l'argent pour payer les factures ou quoi, ça fait partie c'est un aspect aussi à prendre en compte, et c'est assez mal vu de parler argent en tant qu'artiste. Et je pense qu'il y a cette espèce de tabou là, ça n'empêche personne d'être très passionné, mais en même temps de vouloir manger, donc et je crois qu'il y a une espèce d'incompréhension, pas d'incompréhension, mais c'est une espèce de petit tabou comme ça. Ouais, qui est peut-être lié au fait aussi que en effet, comme tu le dis, tu travailles, ton métier c'est un métier passion, et je pense que c'est le fait de prendre plaisir à travailler qui à l'heure actuelle est assez compliqué finalement à faire comprendre dans le monde dans lequel on vit. Mais c'est un travail en fait. Mais il n'empêche que, comme tout le monde, comme tu le dis, vous avez des factures à payer, une réalité quotidienne à assumer. Mais c'est vrai que je pose cette question-là un petit peu à tout le monde parce que ça me semble important de sensibiliser aussi le public à cet aspect-là. Dont on parle finalement assez peu. Dont on parle assez peu. En effet, ce qui peut être proposé aux artistes-auteurs pour pouvoir vivre de vos métiers, il y a notamment les résidences, qui sont ces espaces où vous pouvez créer tout en étant rémunéré, etc. Et toi, justement, qu'est-ce que une résidence, ça peut t'apporter concrètement dans ton métier? Ce que ça a apporté les résidences, et l'importance que j'y trouve, c'est que ça permet plein de choses. C'est de travailler avec des nouvelles personnes. Là, ça c'est super important. Quand même un confort aussi de pouvoir avoir un espace dédié, un temps donné. Ça donne un cadre et ça donne un objectif. Donc c'est aussi une chose qui permet d'avancer sur des projets à un rythme différent, on va dire. Et puis ça permet aussi de pouvoir se déplacer, de découvrir d'autres choses. Donc ça c'est super intéressant. Et c'est pour ça aussi que c'est beaucoup demandé en fait. Je pense qu'il y a tellement d'aspects positifs à ça qu'il y a toujours beaucoup de demandes pour les appels à résidence. Du coup, on termine ces entretiens par une petite proposition d'activité à réaliser simplement chez soi. Donc, tu y as réfléchi. Donc, moi,
Je voudrais savoir ce que tu nous proposes. Et ben, c'était mon passe-temps favori avec des amis quand j'étais en études d'art, c'était de faire des cadavreski. C'est ce qui a été créé par les surréalistes. Et le principe, c'est de commencer un dessin, donc faut le faire à plusieurs. Donc, on fait un dessin, on le cache. On donne le pavé sur lequel on a commencé le dessin à une personne. Ensuite, ça fait une chaîne pour avoir, à la fin, on déplie tout le papier et on a plein de petites bandes de bouts de dessin de chacun qui font à la fin un tout. Et ça permet de faire des choses, c'est assez drôle déjà, parce qu'il y a un point, que chacun se passe comme ça, s'échange des papiers. Il y a une bonne créativité qui se fait forcément qu'une personne sache dessiner ou pas. Ceux qui vraiment veulent pas dessiner, il y a aussi la version écrite où l'idée c'est d'essayer de composer des phrases en ajoutant chacun un mot et ça marche aussi très bien. Et il y a aussi la version entre les deux, on écrit une phrase, la personne ensuite doit dessiner ce qui était écrit. Et du coup, après, on cache la phrase, on donne le dessin, et la personne doit écrire une phrase, ainsi de suite. Et donc, c'est que ça crée des incompréhensions où ça permet d'avoir des choses très, très créatives et poétiques. Et c'est d'avoir un papier et un stylo, et voilà. Eh ben, impeccable. Merci beaucoup.